Depuis une quarantaine d'années maintenant, la science politique aux États-Unis et en Europe a fabriqué une catégorie qui s'appelle les groupes d'intérêt, qui vise toutes les organisations qui interviennent dans le système politique, à l'exception de celles qui présentent des candidats aux élections, c'est-à-dire très classiquement les partis politiques. Ça va des syndicats aux associations, en passant par les cultes, et même les organisations qui représentent des intérêts publics. Le dénominateur commun des groupes d'intérêt, c'est d'agir dans le système politique, et leurs modes d'action sont très très comparables. Dans le cas français, la première grande transformation, ça a été la reconnaissance officielle par une loi de ce qu'on appelle les représentants d'intérêt. Ça, c'est vraiment le phénomène le plus marquant. Ça a commencé de façon un peu timide dans la décennie des années 2000-2010. Et après ça, avec un débat parlementaire assez fort, l'adoption de cette loi Sapin II qui prévoit le premier enregistrement officiel des représentants d'intérêt en France. L'autre transformation qui est indépendante de cette loi, c'est la professionnalisation de ces métiers, avec des organisations, que ce soit des entreprises qui ont des directions affaires publiques, des syndicats, des associations ou des ONG ou encore des structures publiques, par exemple un regroupement des recteurs ou des présidents d'université, toutes ont généré des emplois qui sont pris par des professionnels. Ces professionnels, eux aussi, ont des pratiques très très comparables. Depuis la loi Sapin II, la France se situe en pôle position, puisque c'est un des rares pays qui a reconnu de façon législative les représentants d'intérêt, alors que des pays même de grande tradition anglo-saxonne, avec le lobbying qui est reconnu, n'ont pas consacré à ce niveau juridique, c'est-à-dire au sommet des normes, à l'exception des États-Unis qui figurent vraiment à part. Ça, c'est la première différence, c'est qu'on est passé du très mauvais élève à un des premiers de la classe, y compris premier devant l'Union européenne, puisqu'on a un dispositif aujourd'hui qui est plus sophistiqué que ces pays. L'autre élément, c'est la comparaison des pratiques. Est-ce qu'on a des pratiques qui sont très différentes? Et là aussi, on a une spécificité française qui est liée à notre histoire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais associé la réglementation sur le financement de la vie politique à la réglementation sur le lobbying. Ce qui fait que si on est en pole position, on a quand même une position à part, puisqu'on ne fait pas le lien entre ces deux activités, financer la vie politique et agir sur les décideurs. La question piège, c'est de savoir si les travaux que mènent les chercheurs contribuent à valoriser et légitimer l'activité de lobbying qui est toujours quand même sujette à discussion. C'est une question que je me pose. Alors j'ai essayé de trouver une formule médiane qui soit ni la critique systématique, qui était une pente très classique quand même des journalistes et de certains chercheurs, ni une vision un petit peu soit irénique, soit pleine d'illusions sur ces pratiques. Donc de trouver le juste milieu et de ne jamais se dire que finalement, il y a peut-être une part de la réalité qui a échappé aux chercheurs, ou alors de se dire si cette réalité a échappé, elle se situe où? C'est vraiment très intéressant de rentrer dans les cuisines de la politique et de voir comment les normes sont construites, élaborées, pensées, mises en œuvre. Et c'est quand même beaucoup plus cohérent et intéressant que le discours officiel.